Bienvenue dans ce podcast Ta boussole pour aider les parents à parler amour et sexualité avec leurs enfants. Je suis Valérie Demainvielle, psychologue clinicienne depuis 24 ans. En 2015, j'ai réuni tout ce que j'avais appris, compris, aimé, tout ce qui avait le plus aidé pour en faire une méthode d'accompagnement originale que j'ai appelée Ma Juste Place. Avec cette méthode, j'accompagne celles que j'appelle mes Wonder Woman épuisées, celles qui veulent vivre leur vie en grand, mais qui, à force de tout vouloir trop parfaitement réaliser, une vie amoureuse justement, des enfants dégourdis, une vie sociale épanouie, en arrivent à s'épuiser et à craquer. Qu'est-ce que je fais avec elles? Je les aide à se remettre au centre de leur vie, à se reconnecter à qui elles sont vraiment, pour qu'elles puissent exprimer le meilleur de ce qu'elles ont à exprimer dans le monde. Tous les lundis, je publie des minutes du lundi qui sont autant de clins d'œil pour aider chacune à se mettre en chemin vers sa juste place. Ta boussole, c'est une nouvelle rubrique de cette minute du lundi qui consiste à offrir du contenu gratuit sur un thème particulier, protéger nos enfants de la pornographie. Ce projet Ta boussole est né après un événement qui m'a chamboulée. J'ai en effet découvert que mes enfants avaient été exposés à plusieurs reprises à des vidéos pornographiques, alors même que nous n'avons ni télévision ni écran chez nous, et que nous résistions depuis leur entrée au collège à les équiper de smartphones pourtant tant réclamés. J'en ai parlé plus en détail dans la minute du lundi du 8 mars 2021 qui s'appelle « Parler de leur corps à nos enfants » et aussi dans l'émission en live des Fabuleuses au foyer datée du 28 mars 2021 et qui s'appelle « Une verveine avec Hélène ». Vous pouvez trouver le lien sur YouTube. Parce que ma conviction, c'est que nous, parents, nous avons à éduquer nos enfants totalement différemment de l'éducation que nous avons reçue à l'amour et à la sexualité. Ce que je crois, moi, c'est qu'en rendant le sujet du corps, de l'amour, de la sexualité, des relations affectives, mais tous les sujets plus ou moins frappés de tabous dans nos familles respectives, en rendant ces sujets aussi naturels que d'autres, par exemple comment apprendre à traverser la rue, en abordant ce sujet aussi naturellement et aussi fréquemment que celui-là, on peut armer nos enfants pour que ces images pornographiques, qu'ils ne manqueront pas de voir, ne supplantent pas les images qui seront nées de vos discussions avec eux. Quel que soit votre niveau d'aisance avec ces sujets-là, il vaut toujours mieux, même maladroitement, que ce soit vous qui parliez d'amour à vos enfants et pas Internet. C'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Bonjour Claire, Bonjour Valérie. je te remercie d'être avec nous aujourd'hui. Je suis très contente de t'interviewer. Je vais te présenter aux personnes qui nous écoutent. Donc, tu es auteure et tu es créatrice de formations destinées essentiellement aux jeunes filles et aux femmes. Tu as écrit La voix de l'amoureuse et tu as écrit Comme des colonnes sculptées. Est-ce que c'est bien ça? C'est bien ça, tout à fait. J'ai écrit La voix de l'amoureuse qui est un essai sur la femme et le féminin. Et Comme des colonnes sculptées, c'est plutôt un essai sur l'attente, l'espérance et la solitude. Voilà, enfin, l'expérience de la solitude. Mais mon cœur, mon sujet principal, c'est les femmes et l'accompagnement des femmes. Et effectivement des jeunes filles, puisque moi, j'accompagne pas directement les jeunes filles, mais je remets mes outils pédagogiques du parcours Graines de Femmes aux femmes qui souhaitent transmettre et accompagner des jeunes filles. Donc voilà, Ok. on fait la boucle. Donc ça touche des femmes de 14 ans à 77 ans. Ça, c'est pour la forme, pour faire comme Tintin, mais je veux dire, il n'y a pas d'âge pour être femme. Voilà. Ouais, ok. Alors, c'est effectivement ça qui m'a amenée à toi, avec des questions autour de la femme. Et notamment, ma première question, j'ai 3 questions en tout. La première question, elle est reliée à ce qu'on vit aujourd'hui et à cette espèce de confusion dans laquelle on se trouve suite à la nouvelle liberté à laquelle on a accès, parce que nos mères et nos grands-mères ont lutté pour qu'on ait cette liberté de choisir, nous les femmes, sans demander l'autorisation à nos pères ou à nos maris de faire les études qu'on veut, des choix de mariage par amour ou pas, etc. Mais à force d'avoir ce choix, il me semble qu'il y a une espèce de confusion aujourd'hui entre les notions d'équité entre les hommes et les femmes et la notion d'égalité. Ce qui m'intéresse, c'est que dans ton livre La voix de l'amoureuse, tu as une façon de parler du féminin et du masculin que je trouve à la fois très éclairante. Et tu dis que finalement le féminin et le masculin, ce sont 2 formes de pôles
que nous avons tous en nous, qu'on soit femme ou homme. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus pour les gens qui ne Mmh. comprennent rien à ce que je dis? Oui, alors, on va essayer d'être concis parce que c'est des notions, un petit peu anthropologiques, mais qui moi m'ont passionnée parce qu'au moment où je crois que cette question de qu'est-ce que ça veut dire être une femme? Est-ce qu'il y a une spécificité féminine? Ce sont des questions qui m'ont habitée depuis toujours. D'ailleurs, quand j'ai commencé l'écriture de La Voix de l'amoureuse, j'ai redécouvert mes carnets que j'écrivais quand j'étais, jeune fille puis, étudiante, donc je faisais des études littéraires et où je me posais cette question: «Mais ça veut dire quoi être une femme? Qu'est-ce que voilà, est-ce qu'il y a un appel particulier?» J'ai même souvenir de parler de ça avec ma grand-mère, donc c'est tu vois Ah la ouais. transmission entre femmes, voilà quelque chose, Mmh. de l'ordre d'une interrogation et puis aussi d'une insatisfaction par rapport aux réponses que je pouvais recevoir pour 2 raisons. La première, c'est, j'avais du mal avec les réponses qui essentialisent. Donc essentialiser, c'est quand on va définir la femme ou l'homme. Ah bon voilà, l'homme c'est ça, 3 parties, 3 sous-parties. La femme c'est ça, 3 parties, 3 sous-parties. Chacun dans son coin, chacun son rôle. On voit bien que dès qu'on touche à la question de l'être humain, c'est beaucoup plus complexe. Si je commence à dire ah les femmes sont sensibles et les hommes sont actifs, on va tout de suite me dire bah, non, mais moi je connais des femmes hyper actives et des hommes très Ouais. sensibles. Et on se rend bien compte qu'on est dans une caricature. Mmh. D'un autre côté, on a conscience de fait, parce qu'on a une expérience incarnée, que, en fait, en tout cas, moi, ça me paraît évident, je ne ferai jamais l'expérience du corps de l'homme. Je peux Oui. rencontrer le corps de l'homme dans l'altérité, dans la relation amoureuse, mais je ne vivrai jamais une érection. Et je ne saurai jamais ce qu'éprouve un homme dans son corps, même un jeune garçon à l'adolescence, je peux le comprendre intellectuellement, mais j'en ferai pas l'expérience. Et ben, tout comme un homme ne fera jamais l'expérience du cycle féminin. Mmh mh. Et j'allais dire même, et je pense que c'est un sujet intéressant aujourd'hui puisque on parle beaucoup de transsexualité, de transidentité, même, et je dis ça sans poser de jugement, même un homme qui vivrait une transition, pour devenir une femme, il va expérimenter des changements au niveau comportemental liés aux hormones, mais il ne fera jamais l'expérience du cycle féminin. Donc Mmh. ça dit bien qu'il y a un mystère quand même de l'expérience de notre corps qui fait que, bah oui, en tant qu'homme et femme, on ne vit pas la même expérience physiologique et de fait, est-ce que notre expérience physiologique, elle impacte notre expérience psychologique? Donc je pose la question. Et donc, j'étais là avec mes questions et j'ai commencé à faire pas mal de recherches un peu anthropologiques pour essayer de comprendre ce que les notions de masculin et de féminin pouvaient recouvrir dans différentes cultures, dans différentes traditions culturelles, dans différentes traditions philosophiques et spirituelles. Et ça m'a passionnée de découvrir que, en fait, on retrouvait cette constante, donc ce qu'on appelle une constante anthropologique, c'est quand on retrouve un peu des définitions communes dans des cultures qui n'ont rien à voir. Donc ça Mmh. veut bien dire que ça dit quelque chose d'une expérience de l'intériorité de l'être humain. D'ailleurs, je fais peut-être cette précision, mais en gros, tous nos récits mythiques et mythologiques, et j'allais dire même nos récits spirituels, si on prend la Bible, ils racontent avant tout une expérience de l'intériorité de l'être humain. Et donc, ils ne sont pas là pour raconter des histoires comme les contes de fées raconteraient des histoires. Les contes de fées et les mythes racontent quelque chose qui est difficile à raconter, racontent Mmh. qu'est-ce qui se passe à l'intérieur de chacun de nous. Mmh. Et c'est là où ça m'a passionnée de découvrir déjà que, alors, cette découverte, je ne suis pas la seule à l'avoir fait, il y a d'autres auteurs avant moi, donc je vais rendre à César aussi tous les livres superbes que j'ai pu lire. Peut-être que je mentionnerai à la fin du Oui, podcast, oui, si tu volontiers. es Mmh. d'accord. Mais en gros, ça m'a passionnée de découvrir que nous, on est héritiers en fait de peut-être, allez, 5000 ans d'histoire plutôt patriarcale. Donc on a une espèce d'idée que ça a toujours été le cas, mais l'histoire de l'humanité, elle s'étend sur de beaucoup plus longs millénaires et qu'il y a eu des sociétés matriarcales avant d'avoir des Mmh. sociétés patriarcales. Donc, les sociétés matriarcales, elles adoraient des divinités féminines. On va retrouver cette trace, par exemple, dans les Vénus antiques, qu'on retrouve la Vénus de Wieseldorf notamment, où vous voyez, c'est une femme avec des rondeurs très fortes au niveau des seins et des hanches, donc c'était des déesses de fertilité. Et donc on adorait des déesses féminines. Le pouvoir politique et spirituel était plutôt dans les mains des femmes. Et puis, je caricature, mais on a progressivement basculé dans des sociétés plutôt patriarcales. On est rentré dans des sociétés plutôt de la technique,
avec l'apparition de l'écriture, l'apparition d'un certain nombre aussi de techniques. Et on a basculé le pouvoir en fait politique et spirituel et passé plutôt au niveau des hommes. Je vais très court sur ça parce que j'ai pas le temps de faire un cours d'anthropologie. C'est dommage, c'est passionnant. Oui, Ouais. en fait, ce qui est intéressant de savoir ça et pourquoi j'en parle, c'est de se dire, ça n'a pas toujours été le pouvoir masculin, domination sur le Ouais. féminin. Il y a eu aussi une période de domination du féminin. Et je trouve que c'est intéressant parce que pour moi, elle ouvre la question de est-ce qu'on va enfin rentrer dans le temps de l'alliance et dans le temps, non pas d'une domination de l'un sur l'autre, mais d'un dialogue entre le masculin et le féminin. Et ça va être sans doute l'objet de notre podcast. Ouais. Et donc, pour revenir à ta question initiale, j'ai fait un petit tableau dans mon livre La Voix de l'amoureuse. Je vais peut-être le mettre à la caméra, mais tu pourras l'associer Oui. avec le podcast, où j'ai un peu noté dans différentes cultures que recouvraient les notions de féminin et que recouvraient les notions de masculin. Donc, aussi bien dans le Tao, donc c'est la tradition chinoise, que dans le Tantra, donc c'est l'hindouisme, on le retrouve dans la tradition judéo-chrétienne, on le retrouve en psychologie jungienne, on le retrouve voilà, dans différentes cultures. Et on va plutôt associer au féminin tout ce qui est lié à l'intériorité, l'intelligence du lien, la puissance d'amour, l'éros, le désir, mais aussi l'art, le génie, la spiritualité, une intelligence de l'harmonie, de la coopération, qui est plutôt reliée aux lois de la nature. Et le masculin, on va plutôt l'associer à tout ce qui est lié à l'extériorité, une intelligence du jaillissement, de l'action, de l'affirmation de l'intellect, de logos, de la hiérarchisation, du pouvoir. Et donc une logique plutôt d'efficacité et une logique, le féminin il va être beaucoup plus dans l'ouverture et le lâcher prise, le masculin va être plutôt dans le cadre et la règle, voilà. Donc ça veut dire quoi? Ça veut pas dire que les hommes sont comme ça et les femmes sont comme ça. Ça veut dire qu'autrefois culturellement, la femme était l'icône visible du féminin et culturellement, la femme et l'homme était plutôt l'icône visible du masculin. Donc, en fait, je vais expliciter ça. C'est que, en gros, ce qui est vrai sur le plan physiologique est vrai sur le plan psychologique. Donc, il y a plus naturellement chez les femmes une ouverture à l'intériorité. Je vais revenir sur ça. Et ce qui est vrai sur le plan physiologique est vrai sur le plan psychologique. On voit bien que, pareil, chez l'homme, tout le corps, toute la sexualité est tournée vers l'extériorité. Et donc, l'idée, c'est de dire, bah voilà, autrefois dans l'histoire, au lieu de se poser la question de savoir, voilà, est-ce que hommes et femmes, nous portons le masculin et le féminin qui sont appelés à rentrer en communion et en alliance, et ben, on s'est dit, bah voilà, les hommes c'est le masculin, les femmes c'est le féminin, enfin je caricature, c'est un peu plus subtil que ça. Et du coup, on a un peu enfermé les femmes dans tout ce qui était lié au féminin et les hommes dans tout ce qui était lié au masculin. Mais en fait, ça décrit une réalité qui est présente en chacun de nous. Et le vrai sujet, c'est pas ou le masculin ou le féminin, mais c'est le ensemble. C'est-à-dire que voilà, ces deux énergies sont appelées à se rencontrer. Alors, est-ce que tu peux nous donner un exemple concret, par exemple, de ce que ça peut donner quand ces deux énergies se rencontrent chez nous qu'est-ce que ça peut donner? Voilà, alors, ouais, je vais donner l'exemple, par exemple, entre l'émotion et l'intellect. Donc, l'émotion, tout ce qui est lié à la perception subtile et sensible, c'est quelque chose qui va être plutôt relié au féminin, donc au féminin intérieur. L'intellect, donc la capacité à prendre une décision, agir, réfléchir, c'est plutôt de l'ordre du masculin. Pour le féminin est premier au niveau ontologique, c'est-à-dire que pour prendre une bonne décision, pour bien réfléchir, agir, décider, il est nécessaire d'abord d'avoir préalablement bien perçu, ressenti, senti. Et donc le féminin est premier. Donc anthropologiquement, c'est super intéressant de savoir ça, c'est que le masculin est au service du féminin. Donc chez toi comme chez moi, notre masculin, donc notre capacité à penser, agir, parler, doit toujours être au service de notre féminin, c'est-à-dire notre capacité à ressentir, à percevoir, à être dans l'intuition, à percevoir ce qui est l'ordre de l'invisible. Et donc, on voit bien qu'il n'y a pas de raisonnement logique sans le féminin, sans une présence du féminin. Et aujourd'hui, on est dans une société qui a tout focalisé sur le masculin d'une manière
très arbitraire, c'est-à-dire qu'on pense que la rationalité est coupée de l'émotion. Mmh. Et donc ça, c'est un exemple que je trouve intéressant, c'est de dire, bah, non, en fait, pour avoir une vie extérieure qui est cohérente, c'est nécessaire d'avoir une vie intérieure. En fait, pour moi, si je devais Mmh. résumer le masculin, le féminin. Mais je vais donner un Donc autre. si on excuse-moi, si on a pour être sûr d'avoir bien compris, pour Ouais, ceux qui nous écoutent, si on sent qu'en t'écoutant, on se dit: «Ah non, non, mais moi, les décisions, je les prends vraiment qu'avec la logique», c'est ouais, peut-être qu'on a omis d'écouter la part intuitive ouais. qui précède la raison logique, enfin le raisonnement logique, c'est ça? Ouais, et tout à fait. Et puis en plus, c'est une décision logique dans l'absolu n'existe pas, en fait. Mmh. Donc c'est, enfin, d'ailleurs, avec l'intelligence, on peut prouver l'existence de Dieu comme on peut prouver la non-existence de Dieu. Si on Oui, part d'un raisonnement logique, oui, enfin, là je prends un sujet qui est un peu un sujet hyper sensible, mais on voit bien que, tiens, on est surpris, il y a des gens brillantissimes qui croient en Dieu, il y a des gens brillantissimes qui ne croient pas en Dieu. mmh, C'est un sujet qui ne se résout pas par l'intelligence. Voilà, oui, parce que c'est de l'ordre d'une autre expérience. Donc je donne mmh, cet exemple-là. Mais d'accord. je vais te donner peut-être d'autres exemples qui pour moi sont un peu plus sont intéressants. Mmh, Pourquoi je dis ça? Parce que c'est important de le savoir qu'il n'y a pas en fait, c'est le masculin et le féminin ensemble. Parce que le mmh, problème qu'on a, nous, en Occident, c'est qu'on a oui, exclu le féminin et qu'on l'a considéré comme, on l'a infériorisé. Et ouais, donc aujourd'hui, quand j'explique aux femmes que je mets le mot de féminin sur ces notions, oui, elles me disent: «Ah mais non, mais elles ont l'impression que je les diminue, que tu vois, ouais, qu'elles sont moins bien qu'un homme parce que ouais, l'action, la logique, la rationalité, mmh. c'est associé au masculin». Donc déjà 2 choses. Qui a décidé que l'intelligence était plus importante que la sensibilité? Qui a Mmh. hiérarchisé de cette façon? Moi, je pose déjà cette question. Qui a décidé que le génie et l'art étaient moins importants que le pouvoir et la structuration? Enfin, Mmh. voilà, c'est qui a fait cette hiérarchisation? Donc, on est déjà héritière d'une espèce de structuration mentale où on croit que le féminin est inférieur, au lieu de Mmh. voir qu'en fait, c'est l'un ne va pas sans l'autre. Donc ça, c'est la première chose. Et ensuite, moi, je ne me sens pas dépossédée de ma dimension masculine. C'est-à-dire Oui, que aujourd'hui, si je suis entrepreneuse, si je suis conférencière, si je suis écrivain, si je suis capable d'agir, d'avoir une parole qui a peut-être, j'espère, porte du fruit dans mon activité, c'est bien sûr parce que je suis reliée à mon masculin, parce que tout ce que je ressens, perçois, j'en fais quelque chose ensuite dans le réel. Donc tout ce qui vient de mon féminin, je le mets en œuvre avec mon masculin. Enfin, voilà, je ne sais pas si tu vois, ça l'éclaire bien. Et donc, ouais, du coup, je ne me sens pas ni dépossédée de mon masculin comme de mon féminin. Mais par contre, mon masculin, aujourd'hui, en tout cas j'espère, et j'y tends de plus en plus, c'est le travail d'une vie, c'est un travail d'unification, j'espère est au service de mon féminin et non pas au service de, euh, de quelque chose de complètement extérieur, de normes sociales qui me sont imposées, tu vois, d'une vision de ce que doit être la réussite d'une femme qui me serait imposée, qui n'est pas du tout reliée à ce que moi je porte dans mon cœur. Enfin, mmh. voilà, c'est là où le masculin doit être au service du féminin et donc ma vie extérieure doit être au service de ma vie intérieure et pas l'inverse. Et en Ouais, fait, aujourd'hui, on se vit de façon morcelée parce qu'on est dans un espèce de masculin atrophié. Du coup, on essaye de remettre du féminin, mais pas un féminin profond, c'est du féminin de l'émotivité, donc qui n'est pas un féminin très ajusté. Et donc, on voit bien qu'on est dans une société de du morcellement, de mmh. l'éclatement de l'être humain, qui n'est pas du tout unifié et qui vit le temps aussi comme une machine à le broyer. Et ça, pour moi, c'est une vision du temps qui est aussi un temps linéaire très masculin. Mmh. Je me rends compte en parlant avec toi que je suis dans des notions qui sont un petit peu conceptuelles, donc Mmh. c'est pas facile à, à donner de manière claire, mais ça Mmh. dit bien qu'en fait, s'épanouir en tant que femme, c'est avant tout reprendre conscience de la fierté du féminin, de tout ce que recouvre Oui, le féminin, de renouer avec ça, mais comment est-ce d'arrêter. qu'on fait? Parce que alors justement, très concrètement, moi c'est Ouais, passionnant, je suis pendue à tes lèvres, mais je pense aussi aux femmes qui nous écoutent et qui se disent: «Bah oui, mais c'est génial, mais comment est-ce qu'on fait pour se relier à son féminin et à son masculin? Comment est-ce qu'on les ouais. connaît?»
Alors toi, tu proposes des ateliers, pour en avoir suivi certains, je peux témoigner que c'est ça qu'on fait et qu'on le vit dans son corps. Mmh. Mais est-ce que tu peux dire ce que les femmes qui participent à tes ateliers, disent des bénéfices qu'elles ont sentis? Ou, comment est-ce que toi tu les mets sur la voie de sentir ou de reconnaître le féminin en elles et comment elle peut faire le travail par la suite? Mmh. Alors, c'est beaucoup de questions en Ouais, une. Alors moi, ce que je dis souvent aux femmes, cette notion de masculin-féminin intérieur, j'en parle surtout dans mon livre et en ouais. soi dans les formations, j'en parle moins et je pense que tu as Mmh. pu le voir, je donne peu de concepts, en fait. Je fais vivre des Oui, expériences. oui, oui, Donc tout à fait. qui passe effectivement par le corps, par la vie émotionnelle, par l'intuition. Et c'est pour ça que je travaille beaucoup avec des artistes, donc soit par le chant, par le théâtre, donc moi mon art c'est plutôt les mots, donc par l'écriture ou par d'autres outils. Je vais faire une précision, c'est qu'il n'y a pas besoin d'être soi-même une artiste puisque la créativité n'est qu'un moyen et donc il n'y a pas d'enjeu de performance justement. Il y Oui, a juste un enjeu de déconnecter un peu du cerveau pour descendre dans l'expérientiel, dans l'intuition. Et en fait, on sait faire ça beaucoup plus qu'on ne le croit. Enfin, oui, les femmes en sont très surprises. Soudain, elles se découvrent, voilà, elles recontactent des émotions, elles se découvrent capables de créer, elles se découvrent capables de mouvements qu'elles ne soupçonnaient pas, parce que justement, elles ont mis un peu leur cerveau de côté et leur jugement sur elles-mêmes de côté. Donc, dans les sessions, ça passe par l'expérience en fait, une expérience d'unification. On fait un trajet du corps au cœur, puis à l'intelligence et l'expression de ça. Donc, en fait, mmh, c'est comme si on repartait du corps, on redescend dans la dimension du cœur, du désir, de l'émotion, de l'intelligence relationnelle, émotionnelle, pour enfin aller dans mes talents, ma capacité à agir dans le monde, mais ça vient à la fin. Donc, mmh, c'est marrant comme processus. Je commence d'abord par ce qui nous paraît le moins immédiat, le moins évident, mais qui ouais, est en fait notre première expérience au monde, qui est notre corps, ouais, la manière dont je vis mon cycle féminin, ou que je vis la période de la ménopause, si je suis à ce stade-là de ma vie, enfin, sur voilà, comment mon corps de femme va impacter mon rythme personnel. Ensuite, comment je vis mon corps, comment je l'habite, comment j'en fais mon allié. Et ça, ça me paraît clé parce que beaucoup de femmes sont dans le rapport. La plupart des femmes ont un rapport très conflictuel à leur corps. Moi, j'avais fait une petite étude avant de lancer mes activités. Il n'y a que 5% des femmes qui se trouvent belles. C'est une étude américaine, ça, qui date de 2016. C'est quand même fou quand on y pense, parce mmh. que je pense que tu seras d'accord avec moi, le nombre de femmes que tu dois trouver belles, que tu rencontres. C'est beaucoup plus que 5%. Ouais, Ouais, et 5% des femmes. Moi, je suis frappée aussi de conflits qu'ont les femmes avec leur corps, et aussi le lien au corps est toujours vécu sous l'ordre de la pression et jamais du plaisir et de la joie. mmh, C'est-à-dire que même prendre soin de son corps est devenu une pression. Le bien-être est ouais, devenu une pression. Où ouais, je dois contrôler, enfin, on a une manière de violenter en fait notre rapport à notre corps, qui est vraiment, là, je trouve pour moi, de l'ordre d'un masculin blessé, mmh, c'est-à-dire du contrôle, de formatage du mmh, corps et non pas de l'expérience d'habiter son corps, de retrouver les sensations. mmh, Donc, toi, tu as suivi, par exemple, les cycles YAFA qu'on fait avec Sophie sur le corps mmh, féminin. C'est des cycles qu'on fait en ligne. mmh, Avec Sophie, c'est vraiment ce qu'on essaie de faire vivre. Sophie est comédienne et chanteuse lyrique. C'est comment retrouver une sensation joyeuse au niveau corporel. Et on mmh, a fait tout un atelier sur la sensualité. Et les femmes étaient surprises de comprendre que la sensualité, c'est pas une espèce d'érotisation permanente du corps, un peu ridicule ouais, comme on peut voir dans les publicités ou dans les films, mais c'est en fait juste retrouver une plénitude de joie à être présente dans mon corps et à ressentir mes 5 sens. Et en fait, mmh, rien que ça, c'est la sensualité. mmh, Et en fait, à travers ça, ça va se décliner sous plein enfin voilà, sous plein oui, dans plein de façons. Et c'est souvent des petites choses très simples et qu'on réapprend à mettre dans le quotidien, mais d'abord qu'on expérimente. ouais, Et ça, pour moi, c'est une expérience du féminin parce que on déconnecte un peu le cerveau, on se remet vraiment dans nos intuitions, dans notre corps. On accueille aussi, c'est-à-dire qu'on est dans cette dimension de l'accueil. Ça, c'est une dimension très forte du féminin, l'accueil et l'ouverture. Donc, mmh, j'accueille même ce qui est désagréable. ouais, Tiens, dans cet exercice, je me sens pas bien. Au lieu de me juger, mais ah, tu as un travail à faire sur toi, t'es pas à l'aise avec tes hanches ou avec, j'en sais rien. mmh, Ben, non, en fait, ah,
là, il y a quelque chose qui se joue. Ok, Mmh. j'accueille. Mmh. Et en fait, ça, c'est très libératoire petit à petit. Dans les sessions Isha, qui sont des sessions qui durent 4 jours, donc c'est assez intense ce qu'on leur fait vivre, on fait beaucoup, beaucoup d'exercices liés au regard, qu'on peut moins faire dans les exercices en ligne parce qu'on n'est pas Ouais. l'une avec l'autre, mais qui sont très forts, où les femmes acceptent de se laisser regarder, d'accueillir le regard, mais aussi de regarder. Et là, il se passe des choses de l'ordre d'un accueil inconditionnel. Et ce qu'elles me disent souvent, c'est en fait, c'est la première fois que je m'autorise à être moi et et à et à me sentir aimée et accueillie telle que je suis sans avoir voilà, à mettre un masque, à être à essayer d'être parfaite, et ça, enfin, là, je dis des mots qui m'ont été remontés, mais je Mmh. me dis, on a très peu d'espace en tant que femme dans notre société. On a tellement intégré ces notions de compétition qui sont plutôt liées au Ouais. masculin d'ailleurs, que on a oublié cette force de la sororité, cette force de l'accueil entre femmes, cette force de l'expérience presque, j'allais dire, naïve ou en tout cas inconditionnelle du réel. C'est-à-dire que je ne pose pas de filtre sur le réel, je l'accueille, je l'expérimente, je le vis, je le goûte sans le juger. Et j'ai un mot qui me vient là pour l'illustrer. C'est Jean-Paul Prat, qui est un musicien qui accompagne des sessions d'ouverture par la rythmique. Il a cette phrase que je trouve très juste. Il dit souvent, il dit: le problème de la plupart d'entre nous, c'est qu'au lieu d'être centrés en nous, nous sommes centrés sur nous. Mmh. Ce qui n'est pas du tout la même chose. Quand je suis Ouais. centrée sur moi, je suis à l'extérieur de moi en train de me juger et de me regarder, en bien comme Mmh. en mal. Mais je ne suis pas à l'intérieur. Quand je suis Mmh. centrée en moi, je suis à l'intérieur de moi. Et donc, je suis reliée à mon intuition, mon désir, les informations qui m'arrivent, mes sensations. Et donc, je suis vraiment dans mon féminin, qui est la dimension Ouais. d'intérieur. Et donc, je peux épanouir mon masculin d'une manière ajustée. Voilà. Et je ne sais pas si ça répond un peu à ta question, mais... Ah ouais, ça répond très joliment. C'est tout un programme, mais ce que je comprends aussi, c'est que, c'est important comme premier pas de repérer en soi ce qui appartient au féminin, ce qui appartient au masculin et puis de faire des expériences dans son corps avant d'espérer réunir ces 2 côtés de soi. Sachant que, tu as très bien expliqué comment, le masculin vient au service du féminin et c'est comme ça qu'on est le mieux entière, si j'ai bien Ouais. compris. Je pense aussi que enfin, il y a deux choses qui me viennent. La première, c'est je pense aussi qu'on va trouver un rayonnement de la femme, une puissance féminine qui va être juste Mmh. quand on aura renoué avec le féminin. C'est-à-dire que, en tout cas, c'est quelque chose que j'appréhende et que j'approfondis de plus en plus et qui est un vrai cheminement aussi pour moi sur le plan personnel, d'acceptation, hein, c'est que Mmh. la femme est faite pour rayonner, la femme est Ouais. faite pour être solaire. Et quand je dis la femme est faite pour être solaire, c'est qu'on a tendance à confondre la puissance et le pouvoir. On pense que s'épanouir en tant que femme, c'est une espèce de caricature du féminisme où la Mmh. femme doit prendre sa place en luttant contre l'homme, donc c'est toujours le contre et non le avec. Et on pense aussi que ça passe par inférioriser les hommes, alors que pas du tout. Une femme qui va être pleinement dans son féminin, elle est initiatique, c'est-à-dire qu'elle va vraiment rayonner et donc c'est une invitation pour l'homme à recouvrir sa propre puissance, vous voyez. Donc ça va être deux êtres puissants qui se rencontrent, enfin, mais d'une puissance qui est une puissance de vie, une puissance d'amour, une puissance de créativité. C'est pas un pouvoir qui détruit, c'est une puissance Mmh. qui crée, tu vois. Mmh. Et Mmh. je pense qu'on est tellement marqué par des années de violence, par une espèce de domination et aussi, et c'est normal, on a été blessés dans notre histoire, nous on est héritières des lignées de femmes qui nous ont précédées, on est héritière des abus des femmes qui ont été avant nous, on est Mmh. héritière effectivement des violences au niveau domestique, intime, enfin, même si on peut ne pas le vivre soi Mmh. personnellement, on est quand même héritière Mmh. d'une culture qui a été violente à l'égard des femmes, donc on porte ça. Mais on peut être dans notre responsabilité de femme, choisir non pas de transformer cette violence en pouvoir et en domination,
mais cette expérience en recouvrir notre puissance et notre souveraineté. Et moi, je suis fascinée, en tout cas, c'est quelque chose sur lequel j'ai envie de revenir, sur, dans les mythes et même dans la Bible, puisque voilà, je vais m'inscrire en Occident, on est dans une tradition judéo-chrétienne, donc on a un héritage. Il y a beaucoup de femmes, de figures de femmes initiatiques. Et donc, c'est de femmes, en fait, qui étaient pleinement dans leur souveraineté et leur puissance et qui ont conduit des hommes, justement, à prendre leur place, à assumer aussi leur puissance au service de l'amour, au service de quelque chose de beau et non pas au service de la destruction ou de l'argent ou du pouvoir. Mm. Et je pense qu'en tant que femme, il faut qu'on arrête de se cacher, de croire que c'est en disparaissant, en m'effaçant que je permets à l'autre de prendre sa place, tu vois, Mm. et d'assumer une puissance qui a un rayonnement positif. Mm. Et je ferai le parallèle avec l'ovule. Ouais. Bah, vous voyez, au moment de la conception, l'ovule, il bouge pas. Une fois que l'ovaire a émis l'ovule, c'est les spermatozoïdes qui vont se battre pour Mm. aller être le premier qui va pouvoir féconder l'ovule. Donc c'est Mm. intéressant, ça dit un peu quelque chose du masculin, le masculin dans la Mm. compétition. Mais l'ovule, il est dans la passivité, mais c'est pas une passivité qui est dans qui est dans la, comment dire, dans l'infériorité, c'est une Mm. passivité qui est dans la puissance, c'est-à-dire que c'est une puissance de rayonnement, une Mm. puissance aimantante. Et je pense que je pense que ça dit aussi quelque chose pour nous en tant que femmes, de comprendre que parfois la puissance n'est pas toujours dans l'action, Mm. mais aussi dans la capacité à être pleinement présente, Oui. dans la capacité à être reliée à sa vie intérieure, et je pense dans aussi laisser du vide, accueillir le vide, laisser du creux, accueillir un temps cyclique. Et c'est quelque chose qui, je pense, est très difficile pour nous en tant que femmes, qu'on soit maman, qu'on soit professionnelle, qu'on soit... voilà, d'accueillir que je ne dois pas, tout mon temps ne doit pas être occupé. Il faut qu'il y ait Mm. des espaces vides, justement, qui sont des espaces qui permettent ensuite de faire jaillir la vie, quoi, et Ouais. la créativité. Et je Ouais. pense que ça, c'est vraiment quelque chose de l'ordre du féminin, accepter le manque, le vide, parfois une forme de passivité à certains moments, qui va permettre que l'action soit juste et soit, tu vois, au bon Mm. moment. Enfin, Mm. ouais, je sais pas si ça te parle quand je dis ça, mais, mais Si, à moi ça me parle beaucoup. Je pense que ça va parler beaucoup aux gens qui nous écoutent aussi. C'est passionnant, c'est une invitation à se mettre en chemin pour repérer tout ça en soi. Et ma dernière question, on est bientôt au bout du temps imparti, mais ma dernière question, elle concerne plutôt ce qui regarde la transmission. Les ouais. femmes et les hommes qui nous écoutent, il y a plus de femmes que d'hommes, je crois, mais Mhm. euh, se questionnent sur qu'est-ce que je peux transmettre, comment est-ce que je peux parler avec mes enfants de l'amour, de la sexualité, mais aussi des liens affectifs, de l'identité sexuelle, euh, et de toute cette question du féminin et du masculin, qu'il est difficile de vivre déjà pour nous, parce que comme tu dis, on a ce filtre de masculin devant les yeux. Qu'est-ce qu'on peut transmettre à nos enfants? Comment est-ce qu'on peut leur transmettre quelque chose de cette différence entre le masculin et le féminin en chacun de nous et de l'importance d'essayer de les relier? Alors, ta question est très juste. Et en plus, on est dans une période de grande confusion. Surtout, je le vois pour les adolescents. Moi, c'est quelque chose qui me frappe. Ouais. Où il y a tout un, il y a eu tout aujourd'hui, il y a toute une prépondérance de la question de la transidentité. Et je me permets d'en parler parce que je pense que pour moi, c'est une question, et je ne parle pas des quelques pourcents qui sont vraiment concernés par le sujet, c'est-à-dire qu'il y a un mystère dans l'histoire de l'humanité, il y a eu des gens depuis toujours qui ne se sont pas sentis du bon sexe, j'allais dire, ou du bon genre. Et ça, c'est un mystère aussi de l'exception qui parfois confirme la règle. Mais aujourd'hui, on en parle comme si c'était quelque chose de normal et qui concerne tout le monde. Et à mon avis, cette question, elle est beaucoup plus profonde. Elle interroge creuser le féminin en soi, creuser le masculin en soi, que je sois homme ou femme. Et je pense que par le trans, on a tendance à vouloir répondre par l'extériorité à une question qui est en fait d'abord intérieure. Et c'est là où je pense qu'il y a un danger, c'est qu'on est en train de faire d'enfants en bonne santé des patients à vie sur le plan corporel, parce que hormones, etc. Alors qu'il y a une question beaucoup plus profonde qui est de renouer avec ce féminin intérieur. Et donc, ça répond en partie à ma question, c'est que
à ta question, c'est que le sujet, c'est comment on ouvre nos enfants à la dimension de la vie intérieure. C'est-à-dire qu'en fait, transmettre ces notions de masculin et féminin, ça ne va pas passer par de la connaissance intellectuelle. C'est pas quelque chose qui va, ça va passer, ça va pas se passer de façon formelle. C'est quelque chose qui va Mhm. se faire de façon informelle. Mais je pense que déjà en donnant des autorisations, donc j'autorise mon enfant à explorer toutes ces notions du féminin, c'est-à-dire sa créativité, sa part d'intuition. Je le laisse inventer des histoires. Je le laisse aussi avec son imaginaire aussi. Ça, c'est quelque chose qui est très riche en fait. Et je ne méprise pas cet imaginaire comme, bon, bah voilà, c'est le temps de l'enfance et ça n'a pas de valeur. Moi, je suis persuadée d'une chose, c'est que tout est dans l'enfance. Et notamment, notre mission de vie, elle est déjà présente dans notre enfance. Moi, je voulais être poète quand j'étais enfant. Donc, je pense que la place des mots. Non, mais tu vois, quelle est la place qu'ont les mots aujourd'hui dans ma vie, ben, ça joue beaucoup. Et je pense que la petite fille Claire, elle, en fait, elle était très reliée à qui elle était. Donc, Mhm. là, je pense, laisser les enfants épanouir ça, s'autoriser à rêver leur avenir, laisser s'exprimer ça, c'est très bon. Pas toujours les ramener à quelque chose de raisonnable. Je pense Oui, que ça, c'est important. ouais. Transmettre cette notion de contemplation, d'ouverture à l'invisible. Les enfants sont spontanément enclins à être ouverts à ça, mais Mhm. dans le lien à la nature, l'observation de la nature, l'ouverture au beau, je pense qu'on cultive aussi cette ouverture au féminin. Oui. Et ça passe par des choses très simples en fait. Et je crois que peut-être la première chose à faire, c'est de bannir un peu les écrans. Alors, pas bannir complètement, je ne suis pas une ayatollah contre les écrans, mais on a tendance à occuper nos enfants en permanence, occuper leur cerveau tout le temps, au lieu de les laisser avoir du temps vide. Mhm. Moi, je me souviens que mon grand-père avait dit ça à ma mère quand mon frère aîné était adolescent, où glandouillait une après-midi. Et ma mère était là, non mais il faut qu'il se bouge, il faut qu'il fasse quelque chose. Et mon grand-père avait cette parole de sagesse, il lui avait dit, laisse-le glander. Mhm. C'est nécessaire et c'est comme ça que naît la créativité chez un Mhm. enfant. En fait, c'est le moment où il a appris un peu à vivre l'ennui, vivre le vide. Mhm. Et c'est quelque chose qu'on a complètement un peu banni. On suroccupe nos enfants. Ils ont 15 000 activités extrascolaires. C'est très bien hein, d'éveiller les enfants, mais je pense que vivre le temps un peu autrement, s'autoriser que les vacances, par exemple les vacances, ce soit un temps où la temporalité évolue. Alors, je sais que ça va dépendre un peu de l'âge des enfants. Quand on a des tout petits, il faut un peu rythmer, mais petit à petit, quand les enfants deviennent de plus en plus autonomes, et donc je pense qu'il y a plein de petites choses qu'on peut mettre en place. Et j'ai un autre exemple qui me vient en tête, je crois qu'il me vient de toi, Valérie. C'est qu'une fois, après je crois, un atelier IAFA, tu avais remis la playlist des ateliers IAFA, qui sont des ateliers corporels en famille, où du coup, vous aviez un peu passé un petit moment juste à danser, ou je me trompe ou... Alors, c'est pas moi pour ça. Je pensais que tu avais Ouais, parlé d'autre chose, du rapport au temps. Moi, ouais. j'avais une expérience extraordinaire avec le rapport au temps. Mais c'est pas ça, ouais. C'était Et pas donc, ça. oui. Alors, c'était Ouais, peut-être une mère de famille qui avait suivi ouais, l'IAFA et ouais, qui, du coup, s'était amusée à réutiliser la playlist et à danser avec ses enfants, en fait, en ouais. mettant couvert, enfin, en transformant ce temps qui était un petit peu Ah oui, voilà, organisé en un moment un peu festif. Et ça, de le mettre un peu plus dans le quotidien, donc s'autoriser de la fantaisie, c'est ouais. aussi une ouverture au féminin. Et je me Mm. dis, il n'y a pas besoin enfin, parfois on a l'impression que c'est très complexe de Oui. réintégrer du féminin alors que ça va passer par des petites choses. Et en tout cas, moi je le fais aussi avec mes neveux et nièces, donc ça je le Mm. dis. On fait des après-midi où ils viennent me chercher, où je leur fais faire parfois des exercices que je fais même avec les femmes adultes, où on fait des collages à partir de magazines, où bah, ce serait quoi ton monde idéal? Et donc on part de là, on parle sur des images. Et en fait, autoriser l'enfant à exprimer ce qu'il porte à l'intérieur, c'est déjà l'autoriser à se relier à cette dimension-là, voilà, du Mm. féminin intérieur. Et donc je pense que, en fait, par des encouragements, par des autorisations, c'est déjà un pas énorme. Voilà. Et pour moi, ma vraie question, en tout cas en tant qu'éducatrice, puisque dans les parcours que je peux transmettre à des jeunes filles, par exemple, j'ai cette dimension-là, c'est comment on éveille nos enfants et nos adolescents à la vie intérieure. Et en fait, Ouais. je pense que c'est quelque chose, je pense que c'est un cadeau
quand on a fait ce cadeau à des enfants parce que c'est un cadeau pour toute leur vie. Ouais. Et donc ça me paraît un peu clé. Voilà. Bon, c'est Mmh. super et moi ce que je vais faire, c'est que je vais, proposer d'afficher la liste de ce que tu as dans ton bouquin du masculin et du féminin Voilà. pour inspirer, les parents qui ont envie d'aménager des activités. Tu as donné plein d'idées déjà, Mmh. qui aident à relier les enfants à leur féminin, donc en fait, à leur vie intérieure et à l'exprimer, à se sentir très libre de l'exprimer, Mmh en mh. la valorisant. Mmh mh. D'ailleurs, Merci, pardon, je t'en le prie. bien, c'est que la créativité naît de l'alliance du masculin et du féminin. C'est-à-dire que l'inspiration va venir du féminin et la mise en action s'inscrit dans le masculin. Donc la créativité, c'est vraiment l'alliance des deux. Et donc vivre l'alliance, ben, c'est s'autoriser vraiment à vivre ces dimensions ensemble. Et je me dis, ben Mmh. voilà, c'est quelque chose qui a de l'avenir pour les hommes comme pour les femmes, quoi. Ouais. Merci Claire, c'est un très beau mot de la fin. Merci beaucoup pour cette interview passionnante. Je rappelle qu'on peut te retrouver sur ton site ishaformation.fr, c'est ça? Mmh mh. Donc ishinformation.fr Mmh. et ça donne envie de lire ton bouquin aussi et d'exprimer, son féminin, de chercher à relier le féminin et le masculin en soi. C'est Mmh. vraiment intéressant. Merci beaucoup Claire. Je t'en prie, merci de ta confiance, Valérie. Et puis, avec joie pour continuer à répondre à ces questions pour toutes les femmes qui auront envie d'approfondir. Voilà. Et les hommes. Merci. Merci Claire.